Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour et bienvenue dans le Cercle Polar où nous continuons les livres de l'automne, un panorama là qu'on a commencé, c'est la 3e émission depuis les vacances, avec pas mal de pages, hein, le Déon Meyer, 650 pages, Christine Ferniaud. Pour commencer, le Déon Meyer, et les autres ne sont pas si légers que ça. Voilà, alors on va aller en Afrique du Sud, on va aller en France dans le Limousin, on va aller en Écosse, on va aller à Lisbonne aussi, au Portugal, donc on va beaucoup voyager dans cette émission. Et on va donc commencer par le nouveau Déon Meyer, L'année du lion qui paraît au Seuil. Alors ils ont mis un bandeau Déon Meyer au quel meilleur. Humour. Ils font fort au Seuil. Là. Meilleur le meilleur, vraiment oui. Alors cela dit, c'est vrai que, enfin, on va en parler. Je trouve que c'est un excellent roman. Mais enfin, Michel, je dis d'emblée. Vous dévoilez tout. Mais je vous passe la parole. Et où est le suspense dans cette histoire? C'est vous qui présentez. Alors vous résumez en 30 secondes les 650 pages. Mais c'est très facile, effectivement. Donc, ce qui est intéressant dans ce nouveau Déon Meyer, c'est qu'on connaît bien, parce que c'est un auteur, effectivement, qu'on suit depuis le début des années 2000, avec des romans policiers qui se passent en Afrique du Sud, qui sont à la fois et en ville et dans la campagne. Et là, d'un seul coup, Déon Meyer décide de faire un livre post-apocalyptique, comme on dit aujourd'hui, une espèce de dystopie, où on est dans une Afrique du Sud qui a été, où les hommes sont morts, pour les 9/10 de la population, a été victime d'une épidémie qui a tué donc cette population. Et on débute ce livre en sachant déjà que le héros de cette histoire-là est mort et que c'est son fils qui va raconter l'histoire, en fait, qui commence entre un père et un fils, qui vont peu à peu créer une nouvelle société avec son idéalisme, ses déceptions, ses drames, ses assassinats, la religion, tout ce qui peut effectivement créer une société nouvelle et qui n'est pas une société, une fois de plus, arc-en-ciel comme on a pu l'espérer d'Afrique du Sud. Ce n'est pas un livre avec un message social volontaire, mais derrière tout cela, en filigrane, il y a cette idée quand même que est-ce qu'on peut recréer aujourd'hui une société? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de mieux pour les hommes? Est-ce que la nature peut être améliorée à travers finalement la destruction de l'homme? Est-ce que la nature prend sa revanche? Est-ce que les hommes sont mauvais? Est-ce que Dieu existe? Enfin, c'est tout ça dans ce livre. C'est un livre-monde en fait, en quelque sorte, et en même temps, c'est un livre qui raconte une histoire où on veut savoir pourquoi cet homme est mort et comment ça s'est passé. Donc, quand même, il a pas oublié tout à fait les idées toutes ces notions d'auteur de polar. Mais je parle. Et Michel, vous l'avez aussi aimé alors? Oui, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que au départ, l'idée de justement un virus qui tue les 9/10 de la population, etc., ça fait un peu peur parce que des livres comme ça, il y en a plein en ce moment. Et moi qui m'intéresse notamment à la littérature ado, jeunes adultes, c'est quasiment 3 romans sur 4 qui sont comme ça. Et en fait, il arrive à être singulier parce qu'on le reconnaît bien, parce qu'on retrouve ses préoccupations et parce qu'en fait, il est vraiment ambitieux parce que, comme vous l'avez dit, il se demande comment est-ce qu'on peut. L'idée, c'est ça. Est-ce qu'on peut imaginer une société qui ne retomberait pas dans les travers de la nôtre, notamment par rapport à la question de l'écologie et de l'environnement, notamment par rapport à la question des inégalités. C'est des problèmes qui sont très graves partout dans le monde, mais aussi particulièrement en Afrique du Sud, absolument, oui. Comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut renouveler la démocratie qui commence à s'user et donc effectivement c'est extraordinairement ambitieux et il arrive à l'incarner, il arrive à le faire dans un livre qu'on lit où il y a beaucoup de péripéties, où c'est vraiment un polar. Oui, avec beaucoup de personnages. Voilà. Un peu cette idée comme ça d'agrandir, puisque cette population peu à peu se regroupe. Et on ne se perd jamais dans ce livre qui est plein d'éléments disparates. Oui, parce que cette petite communauté qui petit à petit grandit, puisqu'au départ, ce père et ce fils, ils vont contacter des gens, puis après, ils vont même envoyer des messages, parce que dans ce monde totalement dévasté, comme ça, il y a des petites communautés qui se créent, ils vont carrément appeler les autres à les rejoindre pour essayer de reconstituer, de retrouver d'ailleurs aussi une économie, une industrie, une agriculture. Et donc, c'est aussi...
parce qu'on a beaucoup parlé de ça, mais on n'a pas parlé encore de la relation entre le père et le fils. Oui, qui est très importante. C'est un roman, je trouve, formidable sur la relation ouais, père-fils. tout à fait. Et la différence entre le père, qui est un idéaliste, qui est un homme qui cite Spinoza, etc., et puis son fils, qui lui est peut-être plus d'une certaine manière, il est attiré notamment par un autre personnage qui est très important dans le livre, qui est un ancien militaire, et qui pense, lui, à la différence de l'idéaliste, lui, il pense que les hommes sont d'abord des animaux, et donc il faut agir de cette manière-là. Ouais, et le fils, il est tiraillé entre ces deux images-là, l'idéalisme d'un père philosophe, et de l'autre, et un autre qui n'a pas beaucoup d'espoir dans l'humanité. Et en même temps, c'est pas le combat du bien et du mal. C'est pas ça non plus, c'est toujours fin, et en même temps, c'est vrai que le fait qu'il ait écrit beaucoup de romans policiers, qu'il connaît bien les ficelles, entre guillemets, de la construction, donc il y a plusieurs voix, il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent, il ne les oublie pas, mais en même temps, il les met au service d'une autre forme d'histoire, donc c'est très bien. Et j'ai bien aimé, moi, la manière dont il organise le récit, c'est-à-dire qu'effectivement, le narrateur principal, c'est Nico, c'est le fils, et qui raconte ce qui s'est passé depuis le début, et comment son père a été tué, qui va d'ailleurs enquêter sur la mort de son père, parce que son père a été assassiné, ça c'est l'aspect polar. Et d'autre part, il y a des voix qui viennent, donc il y a un côté choral aussi, puisque le père, lui, a organisé une sorte comment dire, il veut faire une histoire d'Amanzi, puisque c'est comme ça ça veut dire l'eau, la communauté le nouveau pays qu'ils ont créé, et donc il fait des entretiens comme ça avec les uns et les autres, et chacun raconte comment il est venu dans cette communauté, ce qui s'est passé. Donc il y a ce dispositif est très intéressant aussi. C'est tout à fait remarquable. Et c'est vrai que c'est vraiment un livre à la fois surprenant et en même temps on retrouve toutes les qualités romanesques de Deon Meyer dans un livre différent. Donc en fait on est d'accord. On est d'accord, et puis en plus on sait qu'il va revenir aussi au roman policier, qui n'a pas décidé de changer de monde complètement, mais d'aller vers ça. Alors il ne faut surtout pas donc en cette rentrée louper le nouveau Deon Meyer, L'année du lion, les mémoires de Nicolas Storm sur l'enquête de l'assassinat de son père. C'est traduit de l'afrikaans et de l'anglais par Catherine Dutoit et Marie-Caroline Aubert. Ça paraît au seuil, Deon Meyer à son meilleur. Et puis alors un autre livre assez différent, mais avec aussi des préoccupations politiques et sociales très importantes, comme d'habitude d'ailleurs, puisque l'auteur... Et naturel, enfin, et écologique aussi. Et c'est Serge Quadrupani, qu'on connaît bien, qui publie donc un nouveau roman qui s'appelle Loup solitaire, chez Métellier. Alors, d'un mot, Quadrupani, il est romancier, il a publié déjà une 30aine de romans, il est essayiste, il est traducteur, notamment de l'italien, c'est lui qui traduit Camilleri, et puis il est éditeur. Il dirige la bibliothèque italienne chez son éditeur Métellier. Alors là, Loup solitaire, je dis d'un mot de quoi il s'agit. À la fois, ça concerne, et là on reconnaît bien les préoccupations politiques de Quadrupani, ça concerne les politiques antiterroristes et ça concerne les politiques sécuritaires. Et c'est donc très intéressant dans l'actualité actuelle, l'actualité d'aujourd'hui, sur l'état d'urgence. On est dans le Limousin et ça met en scène en fait deux loups solitaires. Alors un vrai loup, qui lui vient du Vercors et qui est à l'écart de sa meute parce que en fait sa louve a été tuée par des chasseurs. Puis il y en a un autre, c'est un homme, c'est un soldat qui est agent des forces spéciales, qui a été infiltré dans un groupe djihadiste qui était au Mali et qui d'un seul coup disparaît. Alors est-ce que c'est un déserteur? Est-ce qu'il a épousé la cause des terroristes et celle de l'islam radical? Il est recherché par les services secrets français, tous, et même américains. Oui. Alors il est question de la DGSE, de la DGSI, de la SDAT, de la DRM, de la NSA, etc. etc. Oui, il ne nous ménage pas dans ce domaine. On est dans le Limousin, on est au Pakistan, on est au Mali, et ça se passe entre les attentats de janvier 2015 et l'élection présidentielle de 2017. Alors, Christine Ferniaud, qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, vous avez bien résumé ce qui est difficile à résumer effectivement dans cette histoire-là. Moi, je dirais une chose, c'est que j'adore la construction de ce livre. J'aime beaucoup ce mélange justement entre la nature, les loups, les vrais loups, enfin, et les vrais animaux et les hommes, où on ne sait pas très bien parfois qui est animal et qui est humain. Et j'aime surtout l'écriture extrêmement vive de Serge Quadrupani, qui est un homme dont on a lu déjà beaucoup de livres, qui pourrait être un peu apaisé,
et qui est tout le contraire. Il n'est pas apaisé, il est à la fois en colère, énervé, et surtout il a une écriture d'une fraîcheur, d'un humour, d'une vivacité. Oui, oui. On a toujours l'impression qu'il est en train de rire en écrivant. De temps en temps, il se glisse à côté du lecteur pour lui dire « Ah oui, hein, vous voyez ce que je suis en train de vous dire en riant. » Par exemple, et il nous fait rire avec ça. Page 201, par exemple. « Qu'est-ce que tu fous, foutre ?» se récrit Francis dans une phrase en anglais américain dont nous essayons avec nos faibles moyens de restituer l'abondance de fricatives labio-dentales évoquant le coït. Voilà, ben c'est ça. Et alors, c'est pas que ça, parce que l'histoire, elle se tient beaucoup, elle se tient très bien. On est vraiment intéressé par ces personnages un peu bizarres. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est ça, cette espèce d'écriture bondissante et d'histoire qui ne s'arrête jamais d'être surprenante et d'aller comme ça vers un plaisir de lecture et un plaisir d'écriture. C'est vrai que c'est très bien écrit, c'est vrai que c'est très vif. Et puis, sur le fond, c'est passionnant, parce que la réflexion, la mise en scène, même si par moments il joue et ça vire à la farce, c'est ça qui est bien. Notamment tout ce qu'il dit sur les moyens en fait, de la lutte antiterroriste, et notamment les drones, puisqu'il est beaucoup question des drones. Donc, l'utilisation des drones qui sont téléguidés, là en l'occurrence depuis le Limousin, mais ça se fait aussi depuis les États-Unis, pour aller dégommer des gens très loin, avec tous les dégâts collatéraux que l'on connaît. Ouais. La réflexion est très, très intéressante, de même sur la politique sécuritaire. Donc c'est un livre qui, en dehors du fait qu'il est très bien écrit, qu'effectivement il est très vif et plein d'ironie, c'est un livre qui est très, très passionnant sur le fond politiquement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que sur le fond politique et sur la réflexion, il est très explicatif. Parfois, on pourrait se dire il veut trop expliquer, mais comme cette écriture est toujours virevoltante, il arrive à faire passer de façon extrêmement aisée des choses qui sont d'une profondeur et d'une complexité pas du tout évidente. Donc ça, c'est réussi aussi. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment un excellent quadrupani que l'on vous conseille donc tous les deux également. Loup solitaire. Je trouve qu'on est un peu trop d'accord et un peu trop positif. Ça, c'est très vrai. bizarre. Ben oui, mais là, comment ne pas l'être? Peut-être qu'on choisit vraiment bien les livres dont on parle. Oui, peut-être que c'est pas par hasard qu'on a pris ces livres-là. Peut-être que c'est pas par hasard et qu'on fait une sélection fine. Alors, on va parler d'un autre livre, on va voir si on est d'accord. Là, c'est Denise Mina, l'Écossaise. Ça s'appelle De sel et de sang et ça paraît aux éditions du Masque. Alors, Christine, Denise Mina, c'est pas une inconnue. Ah non, c'est pas une inconnue. On en a lu beaucoup. Elle a eu plusieurs personnages récurrents. Là, aujourd'hui, son héroïne s'appelle Alex Moreau. C'est une femme très complexe avec une vie personnelle assez solitaire, une famille, mais enfin bon, c'est une drôle de fille. Et ce livre est un drôle de livre, je trouve, parce que on est à la fois à Glasgow et dans la campagne. Et la première scène, par exemple, est absolument prodigieuse. Il y a une femme qui est entraînée par des hommes qui ont la volonté de la tuer. Et en fait, elle se laisse faire jusqu'au moment où elle va comprendre ce qui est en train de se passer. Et ce double jeu, justement, est en permanence dans ce livre. C'est-à-dire une femme qui se laisse faire, qui pense que quelque chose va arriver et c'est autre chose qui arrive. Et cette femme, d'un seul coup, brisée, hurlante, qui va mourir. Et je trouve que ce livre, un peu complexe parfois, même un peu tordu, joue sans cesse de ces doubles sentiments. Un sentiment où on est en empathie complète avec les victimes et les personnages, et en même temps une violence extrême qui contrebalance sans cesse ce livre. Et c'est ce qui fait, je pense, l'intérêt principal de Sel et de sang, qui est peut-être pas le meilleur livre de Denise Mina, mais qui montre à quel point elle sait, avec une écriture toujours impeccable, toujours très, très contrastée, raconter comme ça l'idée du drame et de la société. Et je trouve que c'est très beau. Et elle raconte aussi Glasgow et la campagne. Les méchants qui sont plutôt des pauvres types et les méchants qui sont des vrais salauds. Les femmes qui se laissent faire mais qui en même temps ont un passé pourri. Et ce jeu de balance est, je trouve, remarquable chez elle.
Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? je suis entièrement d'accord. En fait, ce que vous n'avez pas dit, c'est que ça se passe à une période bien particulière de l'histoire de l'Écosse, parce que c'est pendant la campagne du référendum sur l'indépendance qui a eu lieu le 18 septembre 2014. Donc c'est assez récent. Et la campagne est très présente. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est intéressant d'avoir les deux. Surtout cette balance finalement, tous ces personnages donnent leur opinion sur l'indépendance. Et effectivement, il y a ce jeu sur ces deux femmes. D'ailleurs, au début, on les confond. Mais si on peut le dire, parce que très vite, quand même, on sait. Il y a cette femme dont vous avez parlé qui est entraînée par deux hommes. Elle ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Et en fait, il va lui arriver malheur. Bien sûr. Et d'autre part, il y a une Espagnole, Roxana, qui a disparu et sur laquelle Alex Moreau enquête. Et au début, on les confond. Puis après, bon, très vite, les choses s'éclaircissent. Elle-même joue de ça. Enfin, voilà. Et l'auteur et l'inspectrice. Voilà. Et moi, ce que j'ai aimé particulièrement, en fait, il y a un personnage moi, qui m'a particulièrement touchée, c'est en fait Yen. Ah, mais j'en étais sûre. Voilà. Un garçon, forcément, un peu faible et en même temps assez violent. Voilà, c'est ça. Exactement. Vous aimez ces êtres ambivalents. Mais je trouve qu'elle a, en fait, c'est un roman, il y a un regard sur les classes sociales qui est très intéressant. Tout à fait. Et on voit qu'effectivement, d'ailleurs c'est terrible, parce qu'à la fin, justice n'est pas faite du tout. C'est-à-dire que ceux qui sont dominants s'en sortent. Ouais. C'est-à-dire, en fait, c'est les plus gros trafiquants. Ils sont dans le blanchiment, le trafic de drogue et tout. Ils s'en sortent parfaitement. Et c'est les petits, c'est les gros bras, en fait, et Yen notamment. C'est des pauvres types. Lui, il sort de prison, il n'arrive pas à trouver du boulot, donc il est obligé de faire des mauvais coups. Oui, c'est ça, ceux qui font le boulot pour les autres. Voilà. Et croyez-vous que ce soit comme ça dans la vraie vie? Non, c'est uniquement du roman, heureusement, parce que ça serait terrible sinon. Il y a une scène extraordinaire, je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, c'est justement la scène, on peut en parler parce que c'est tout au début du livre, la scène où Yen va assassiner cette femme du début. C'est extraordinaire la manière dont elle le raconte, parce qu'en fait, il est humain, c'est pas du tout une brute. Pourtant, il la tue à main nue, c'est une horreur. C'est une scène extrêmement violente en plus. Il évite de la frapper au visage, et après, il va sans cesse avoir ces images qui vont lire. Il a l'impression qu'il porte en lui cette femme qui l'a tué. Et donc ça, la manière dont elle le montre, c'est vraiment extraordinaire. Le début de ce livre est un modèle et de tragédie et de réflexion à la fois sociale et psychologique. Vraiment, c'est un beau livre. Mais il est parfois parfois on est un peu perdu. Il est parfois, oui, et par moments, il y a des trous quand même dans le livre, il faut le dire, il y a des trous d'air, il y a des moments un peu ennuyeux, j'ai trouvé, il faut... Oh, je ne trouve pas ennuyeux. Si, je trouve un petit peu moins. Non, je ne trouve pas ennuyeux, mais on ne sait pas très bien où elle va par moments. Mais ça vaut le coup. Mais j'aime beaucoup Denise Mina d'une manière générale. C'est vrai que celui-là, à certains moments, j'ai trouvé qu'il y avait un peu des trous d'air. Mais c'est vrai que j'avais préféré La fin de la saison des guêpes, qui est un livre magistral, mais De sel et de sang est bien. Et c'est traduit de l'anglais par Nathalie Bru, et ça paraît donc aux éditions du Masque. Donc voilà. Oui, on voyage encore un peu. Allez, partons encore. Mort sur le dans les brumes. Voilà. Ça paraît aux éditions Chandeng. C'est un livre d'un auteur, je crois que c'est la première fois qu'il est traduit en français, Pedro Garcia Rosado. Mais ce n'est pas son premier livre, visiblement. Alors il non, en a écrit beaucoup. Parce qu'en fait, il est journaliste. Il est traducteur, il a traduit une cinquantaine de livres, il est germaniste notamment, et il est l'auteur d'une dizaine de romans policiers, donc c'est le premier qu'on peut lire en français. Mort sur le tâche, ça fait un petit peu Agatha Christie. Oui, c'est un très beau livre. Esthétiquement parlant, c'est vrai. C'est très très beau. Alors en fait, le titre original, c'est pas exactement Mort sur le tâche, c'est Oulianoff et le diable, en fait, si on traduit. Mort sur le tâche, c'est un petit côté Agatha Christie. Les deux personnages, effectivement... C'est un beau titre, pourquoi pas. Je trouve qu'il ne rend pas complètement compte d'un livre qui n'est pas du tout un whodunit classique, qui est un livre beaucoup plus complexe que ça. C'est le premier polar des éditions Chandeng qui publie de la littérature lusophone, qui est une très très belle maison d'édition. Donc voilà, il faut saluer ça. C'est vrai. Alors, on est effectivement au bord du Tage, et ça commence avec c'est l'histoire d'une jeune femme qui est agressée en fait sur un bateau, puis ensuite sur la rive du fleuve par deux jeunes hommes de la bonne société, deux fils à papa en fait. Elle vient des pays de l'Est, et on va avoir comme ça
ces deux garçons avec leur père qui est un capitaine d'industrie. Donc là, c'est vraiment la jet set lisboète. On va avoir des immigrés russes. Donc il y a cette fille qui est tuée. Il y a son frère aussi, qui est un des personnages centraux, qui s'appelle Ulyanov, qui est en fait un ancien du KGB. Il y a beaucoup d'immigrés des pays de l'Est. Il y a eu toute une vague là à Lisbonne. Et puis, il y a un personnage très mystérieux. Alors, c'est le diable. C'est une ombre au début. On ne sait pas trop qui c'est, qui vit au bord du Tage. Alors là on ne peut pas en dire plus parce que c'est quand même un des éléments principaux. C'est dommage parce que ce n'est pas très facile de ce livre. C'est vrai que c'est intéressant de voir cette nouvelle auteure pour nous utiliser les habitudes d'un pays, enfin les nouvelles habitudes d'un pays avec effectivement cette immigration russe, d'anciens soldats qui reviennent, alors on ne peut pas trop en dire non plus. Déjà que vous commencez. Et puis surtout, cette héroïne qu'est Lisbonne, qui est l'héroïne de ce livre, où on découvre cette ville plutôt de façon nocturne. Je trouve que c'est un livre très poétique, une poésie noire assez terrible, et c'est les sous-sols, c'est le fleuve, voilà, c'est cette impression en fait. d'un livre souterrain comme cette couverture où les ombres apparaissent, disparaissent. Il y a effectivement la première scène, rappelle un petit peu par certains côtés la dureté de Denise Mina, de la première scène de Denise Mina avec le meurtre assez décrit de façon extrêmement pointilleuse, pointilliste, terrible. Et j'aime beaucoup ce travail à la fois social, cette vie des sans-abri et puis toutes ces dérives qui viennent tout autour de cette histoire-là. C'est une bonne surprise. C'est une très bonne surprise et vraiment, c'est un roman qui tient par l'écriture. C'est une écriture, vous avez dit, effectivement, il y a une poétique noire très belle. C'est très épuré, c'est plutôt behavioriste. Et donc, en fait, à la fois, elle enveloppe en fait le lecteur, elle enferme le lecteur dans l'histoire. On est vraiment très très pris, ça se lit d'une traite. Et en même temps, elle tient à distance du fait de ça, d'une apparente froideur. Ça, c'est aussi, j'ai trouvé un très très beau travail. C'est vraiment une très belle écriture. C'est un livre fleuve un peu, ça tourne comme ça dans l'eau et c'est très surprenant. Donc nous recommandons tous les deux aussi. Le livre de Pedro Garcia Rosado, Mort sur le Tage, qui est traduit du portugais par Myriam Benaroche et qui paraît donc aux éditions Chandaigne. Et pour terminer l'émission, Christine, vous vouliez dire un mot de la dernière livraison de l'excellente revue Temps Noir. Mais oui, mais vous me l'ôtez de la bouche. Qui parle notamment d'Audiard et Audiard sous un jour pas très favorable. Oui. Alors moi j'aime beaucoup cette revue, enfin on l'aime beaucoup, Temps Noir, avec Franck Lomo qui est à la fois un remarquable patron de revue, un historien formidable, quelqu'un qui prend son temps pour faire cette revue-là, cette revue des littératures policières, et il en fait un objet magnifique. La première partie c'est sur le cinéma et la série noire. Alors il y a une documentation formidable, des photos, il passe tout en revue, ce travail effectivement de la série noire et le cinéma qui a puisé dans cette série noire pendant des années, y compris Michel Audiard, qui a travaillé sur plusieurs adaptations effectivement de livres de la série noire. Et puis la deuxième partie de ce livre, c'est plus de 100 pages sur la vérité sur l'affaire Audiard, c'est-à-dire comprendre preuves à l'appui et de façon très très détaillée comment Michel Audiard, jeune homme, travaillait sans la moindre gêne, sans se poser la moindre question, voire bien pire encore, pour des journaux de la collaboration. Et il était sous les ordres d'un autre homme dont on a plus entendu parler pour la collaboration, qui est Robert Courtine, qui lui aussi a refait sa vie quelques années plus tard. Et je trouve que cette plongée dans cette histoire de Michel Audiard, que tout le monde avait bien volontiers mis sous le tapis, et là, c'est indéniable. Ouais. C'est très très intéressant. Ça n'enlève rien au talent d'Audiard, mais c'est vrai que c'est c'est très surprenant que les choses ne soient pas... Son antisémitisme violent. C'est absolument terrible. Et en même temps, là, Franck Lomo a fait un travail d'historien absolument remarquable.
et c'est passionnant. Voilà. Et ça n'est pas la première fois que cette revue-là est passionnante Non. chez Joseph K. D'ailleurs, un conseil, parce qu'on est entre nous, vous ne le répétez à personne, mais Temps Noir, ça vaut le coup de s'abonner en fait, parce que toutes les livraisons sont de grande qualité. Voilà. Vous avez raison. Eh bien, merci Christine Ferniaud. On se retrouve quand, dans 3 semaines alors? Oh oui, Hein? oui, laissez-nous Pour le temps 4 de nouveaux lire livres. quelques On bons a livres. déjà commencé à repérer des choses, mais pour l'instant, on ne vous dit rien. Vous avez déjà ces 4-là à lire, c'est beaucoup. On se retrouve dans 3 semaines. Bye bye. Au revoir. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.